Avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous dire qu'elle est très violente et ne le montrez pas à quelqu'un de moins de 18 ans. Merci. Bonjour à tous et à toutes, et c'est Docteur Mystère. Je tenais d'abord à vous remercier pour les 1000 vues sur ma vidéo sur Stephen Wilken, et aussi merci aux 300 abonnés. Aujourd'hui, on va faire une biographie de Edward Theodore Ginn, plus connu sous le nom d'Ed Gein. Merci aussi à David Brocourt, c'est un gars qui a fait des biographies, c'est un artiste et collectionneur de memorabilia. Je vous conseille d'aller sur son site, c'est là où j'ai découvert quelque chose un peu exclusif de cette vidéo. Et je vous conseille également d'écouter Ondelat raconte de Pierre Ondelat sur Ed Gein. Et si jamais vous avez des questions sur la vidéo ou si vous voulez me proposer des trucs, des idées, n'hésitez pas à le préciser en commentaire, je réponds à tous les commentaires. Ed Gein est né en 1906 et officiellement il n'a tué que 2 femmes, mais d'après certaines biographies, il aurait également tué un homme. Et d'après certaines autres biographies, il en aurait peut-être même tué 5 personnes. Et également, pour vous mettre en patience, enfin pour vous faire patienter vers la fin, il a inspiré Leatherface dans Massacre à la tronçonneuse, Buffalo Bill dans Le Seigneur des Anneaux, il a inspiré le méchant dans Psychose, et il a inspiré Bootyface dans American Horror Story, et encore j'en passe. Et deuxième anecdote, il faisait des meubles avec des gens. D'accord. Bon, alors il est né dans une famille dans le Wisconsin, près de Plainfield. D'ailleurs, on l'appelle le boucher de Plainfield parce que c'est là d'où il vient. Alors, il avait un père alcoolique et violent. Sa mère était une religieuse fanatique et elle avait le dessus sur son mari. Elle priait avec ses enfants tous les soirs pour que le père meure. Voilà. Bon, déjà, tu rentres du travail, toute ta famille prie pour que tu meurs alors que tu es le seul à travailler. Bonne ambiance. Alors, elle priva de tout contact avec les autres enfants, qui d'ailleurs le rejetaient parce qu'il rigolait tout seul et il était un peu efféminé. Elle lisait tous les jours la Bible et leur disait que les femmes étaient des putains. Par exemple, dans le film Ed Gein, en tout cas dans la version anglaise, elle lisait l'Apocalypse et elle parlait de la grande prostituée de Babylone. Euh, alors, il adorait sa mère, mais son frère Henri le mettait en garde contre cela parce qu'il allait trop loin dans son adoration pour sa mère. Le père meurt en 40 et les 2 frères doivent travailler. Lui, il fait du babysitting parce qu'il s'entend mieux avec les enfants qu'avec les adultes. En effet, il est immature d'un point de vue émotionnel et au niveau de sa socialisation. Henri commençait à critiquer leur mère. En 44, Henri meurt, c'est le frère Henri. Henri meurt dans un incendie de l'un de leurs champs. D'après le médecin légiste, il meurt d'asphyxie à cause de la fumée et pas des flammes. Un peu comme, je suis sûr, ça a inspiré la mort de Laura Victoriano dans The Evil Within. Je suis sûr que ça a inspiré. Euh, alors qu'il avait de gros hématomes, c'est-à-dire des grosses blessures, des grosses contusions. En 45, bah, la mère meurt, elle était devenue paralysée suite à plusieurs attaques cardiaques. Lors de l'enterrement, Ed Gein pleura comme un enfant. Par exemple, on a également Francis Holmes, pendant la mort de sa mère, il pleurait énormément et s'était presque jeté dans la tombe alors que sa mère allait se faire enterrer. Comme il acceptait pas la mort de sa mère, il faisait des incantations sur la tombe de sa mère, ce qui est tout à fait normal. Et en fait, il refusait sa mort. Et il faut savoir, Ed Gein, il est nécrophile, c'est-à-dire il couche avec les morts. Et par exemple, on a le docteur Tanzler, il était nécrophile romantique, en fait, il était amoureux d'une fille, mais quand elle est morte, eh ben, il continuait à coucher avec elle, en fait. Alors, Edward Gein, il reste à vivre dans la ferme familiale, désormais sans aucune vie. Il vivait grâce aux revenus que lui fournissaient ses petits boulots, comme par exemple le babysitting, et il touchait également une aide de l'État. L'État lui offrit une allocation pour qu'il laisse ses terres en gérance, mais il s'y opposa. Il cloua des planches pour bloquer les salles fréquentées par sa mère, notamment celle de l'étage et aussi la cuisine. Il finit dans la psychose où se mélanger à la mort et sa fascination refoulée pour les femmes. Déjà, le mélange de la mort et du sexe, c'est pas hyper top top. D'ailleurs, je vous donne un conseil, si jamais vous êtes vraiment dans une famille par exemple, très traditionnelle ou très catho qui veulent vous dire que la pornographie et tout c'est mal, et si jamais vous cherchez à détruire vos pulsions sexuelles, ça va vous pervertir, c'est tout ce que ça va vous faire. La cuisine et la chambre furent remplies au fur et à mesure du temps de journaux et de livres sur les atrocités nazies, sur les pratiques des chasseurs de têtes, vous savez, les gens qui font des têtes réduites. Et son temps libre, il était consacré à lire des histoires sur des rites mortuaires anciens, des magazines pornographiques et des livres d'anatomie. On voit bien le mélange qui est très sympa. Il était seul dans la ferme entouré de tous ses livres, pensait tout le temps au sexe et à la mort, comme ce que je disais tout à l'heure.
Il était complètement obsédé par les histoires qu'il lisait, il les racontait souvent aux enfants qu'il gardait. Alors il achetait des journaux pour lire la rubrique nécrologique, vous savez, c'est là où ils disent le décès des personnes. À un moment, il a lu qu'il y avait une jeune femme qui était enterrée juste à côté de la tombe de sa mère, et le soir même, il allait la déterrer dans le cimetière. Alors il le faisait pas tout seul, il le faisait au départ avec le fossoyeur qui s'appelait Gus. Mais un jour, il est parti à la retraite, et c'est comme ça qu'après, il a décidé d'arrêter de creuser dans les tombes. D'ailleurs, il disait lui-même, tout homme doit avoir un passe-temps. C'est bien d'avoir un passe-temps, mais c'est pas bien de tuer les gens, comme dirait Link the Sun. Il rêvait souvent d'être une femme, et pour le faire, en fait, il utilisait les seins et un vagin dans une costume en peau humaine de femme qu'il avait déterrée dans les cimetières. D'ailleurs, il était fasciné par les femmes, il avait dit aux policiers qu'en fait, c'est à cause du pouvoir de séduction qu'elles avaient sur les hommes. Un jour, il y avait un petit garçon qui gardait, et il expliquait ensuite que Ed lui avait montré des têtes humaines et enfin des têtes réduites et des trucs dégueulasses. On le voit d'ailleurs dans le film Ed. Et en fait, il avait affirmé que les têtes réduites, ça venait des genre je sais pas où, mais genre Papouasie-Nouvelle-Guinée. Non, je déconne, ça c'est une blague à mon professeur plastique que je lui ai dit. Non, il venait des mers du Sud, que c'était des reliques en fait des chasseurs de têtes. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, on peut acheter des reliques des chasseurs de têtes, mais en fait, c'est des gens qui sont massacrés exprès pour les touristes. Alors, n'achetez pas de trucs dégueulasses. En plus, en France, c'est illégal, à part les cheveux. Et beaucoup de gens rigolaient à ça, et même ils rigolaient avec Ed Gein, en fait. Mais personne le prenait au sérieux. On a commencé à le prendre en sérieux en 54 avec la disparition de Bernice Worden, mais ça, on verra ça plus tard. À partir de 1947, il y a eu plusieurs disparitions. Le 1er mai 47, il y a une fille de 8 ans qui s'appelait Georgia Weckler, qui a disparu sur le chemin de l'école et de sa maison. Ça, on n'en parle pas dans la plupart des biographies, mais on ne sait pas trop si c'est lui. Il y a des centaines d'habitants et de policiers qui avaient fait des chasses à l'homme pour essayer de la retrouver, mais aucun résultat, on n'a jamais retrouvé son corps. Il n'y avait aucun suspect sérieux et on a eu très peu de preuves. On a juste trouvé les pneus d'une Ford, et il faut savoir que Ed Gein, il avait deux voitures. Et en fait, il utilisait une sorte de truc, un gros camion, une petite camionnette Ford en fait pour faire ses escapades nocturnes. Et nocturne, et personne n'était au courant. Et d'ailleurs, elle a été vendue très cher après la mort d'Ed Gein. En octobre 53, dans une ville voisine, il y a Evelyn Hartey qui était âgée alors de 15 ans, et elle était partie faire du babysitting, et elle a disparu et personne l'a retrouvée. Elle aussi, on en parle rarement. En 54, Mary Hogan, qui était la chef d'une taverne qui s'appelait, enfin qui est disparue mystérieusement à cause de sa réputation un peu sulfureuse, qui était liée à la mafia. Il y avait des rumeurs qui disaient qu'elle aurait été rattrapée par son passé. Les gens trouvèrent du sang dans la taverne, mais on a également trouvé, enfin une traînée de sang. On a également trouvé une cartouche de fusil vide. Déjà, ça nous montre que le tueur était désorganisé. Le fait qu'il y ait les cartouches, les tueurs organisés laissent jamais de preuves comme ça, enfin d'indices. D'ailleurs, également, la caisse enregistreuse était pleine de billets, personne l'a volée. Plus tard, quelques semaines plus tard, il y avait un des voisins d'Ed Gein qui lui en avait parlé. Il lui disait oui, tu l'as draguée le jour où elle est disparue. Et il répondit en rigolant, Ed Gein, il disait oh, elle a pas disparu, elle est à la ferme. Et tout le monde rigola alors que c'était vrai, mais elle était morte. 3 ans plus tard, en 57, jour de l'ouverture de la chasse, Bernice Worden était disparue. C'est là où on a commencé, à soupçonner Ed Gein. D'ailleurs, il avait acheté de l'antigel. Et si jamais vous visitez Plainfield, il y a un truc que les touristes achètent, c'est l'antigel du magasin de Bernice Worden. C'est le truc que tout le monde achète. D'ailleurs, j'ai la terre de sa tombe à Ed Gein. J'en ai chez moi, je voulais le montrer dans une vidéo. Je sais pas si je l'ai diffusé ou pas. Alors, les policiers se rendèrent chez Ed Gein. Et en même temps, il y a le shérif qui a arrêté Ed Gein alors qu'il allait chez des amis ou chez un cousin, je sais pas. Non, il allait chez des amis. Et du coup, il a interrogé. C'est là où je vous conseille d'aller voir On te la raconte l'affaire Le Boucher de Plainfield. C'est une émission là, sur radio, mais vous pouvez le trouver facilement sur YouTube. Je vous donnerai le lien. Et d'ailleurs, Ed Gein, à un moment, il disait que c'était un coup monté par rapport à la mort de Bernice Worden. Sauf qu'en fait, le shérif lui en avait pas parlé. Du coup, il a arrêté sur le champ. Alors, bon, ils font parler. À la fin, il finit par dire la vérité. Il a fini par dire la vérité en échange d'une tarte aux pommes. Et également, il a dit qu'il les déterrait dans les cimetières et les familles étaient assez traumatisées. Ils allèrent dans la maison, ils ont trouvé un vrai Capharnaüm et ils ont trouvé tous les livres et tout. Ils ont cru voir un renne décapité, enfin éventré, mais en fait c'était Bernice Worden. Du coup, l'un des policiers allait vomir. Alors, on a trouvé dans son truc, enfin dans sa maison des os, ah non, enfin les têtes des deux femmes et le corps de Bernice Worden, 4 nez, des os et des fragments humains, des masques en peau humaine, 9, des bols fabriqués à crâne humain, histoire de boire son bon petit banania, 10 têtes de femmes avec le dessus scié, en fait elles étaient lobotomisées, des sièges recouverts de peau humaine, 9 vulves,
dans une boîte de chaussures dont l'un était peint, on pense que c'était celui de sa mère, c'était pour le reconnaître, des crânes sur des poteaux de lit histoire de faire de beaux rêves, des organes dans un réfrigérateur, une paire de lèvres sur une corde, une ceinture faite à partir de tétans et un abat-jour fabriqué à l'aide d'une colonne vertébrale et d'un visage humain. On disait de lui que c'était un homme un peu étrange, avec un humour un peu excentrique, mais c'était pas non plus l'idiot du visage. Lors du procès, il a été condamné pour un seul meurtre, enfin jugé pour un seul meurtre parce qu'il n'y avait pas les moyens de faire le grand procès. Voilà, il a été d'abord jugé irresponsable, puis enfin irresponsable. Il a été mis dans un hôpital psychiatrique où il s'est bien comporté, mais parfois, surtout les nuits de pleine nuit, il fixait les fans, notamment les infirmières, et ça les mettait très mal à l'aise. Voilà, au revoir à tous, c'était Docteur Mystère. N'hésitez pas à mettre un like et à partager, à mettre des commentaires. Voilà. Et pour l'épisode 10, je vous promets un bon gros tueur en série bien dégueulasse. Au revoir.